Je m'appelle Kevin Descoubes, j'ai 35 ans, je dirige une agence web de développement où on fait du développement PHP et plus spécifiquement du développement Laravel, donc qui s'appelle Kernel à Tours. Je suis également enseignant vacataire en sécurité informatique à l'IUT de Blois, qui fait partie de l'université de Tours, où je donne des cours comme la sécurité des systèmes, sécurité des services et méthodologie du pen testing. Je suis passionné par la sécurité informatique depuis très longtemps, le côté essayer d'aller là où on n'a pas le droit d'aller, ça a toujours été une grande passion. Et du coup, voilà, je vais vous présenter un petit peu quelques failles de sécurité. Et surtout, en fait, l'idée, c'est qu'on en discute ensemble et qu'on présente des failles, ou qu'on présente plutôt parfois juste des fonctionnalités. Et comment est-ce qu'on peut abuser de ces fonctionnalités? Comment est-ce qu'on peut trouver des failles dedans? Comment on peut essayer de les corriger? Comment on peut mal les corriger? C'est-à-dire, on peut penser avoir corrigé une fonctionnalité, mais en fait, pas du tout. Une faille. Et donc, voilà, on va regarder tout ça. Pour ça, on va utiliser DVWA, c'est donc Dan Vulnerable Web Application. C'est une application web en PHP MySQL développée par l'OWASP, donc l'Open Worldwide Application Security Project, et qui est une application qui possède des failles volontairement. Donc, je vous ai mis le petit lien GitHub pour ceux qui veulent la télécharger. Et il y a aussi deux alternatives qui sont intéressantes, que sont BWAP et le OWASP Mutilidae 2, qui sont aussi des applications avec une centaine de failles dedans. Les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, principalement, vont être les brute force, la command injection, le file inclusion, donc soit le LFI, Local File Inclusion, ou le RFI, le Remote File Inclusion, file upload, SQL injection et XSS. Donc DVWA, l'application possède 4 niveaux de sécurité, que sont ceux-là. Donc d'abord, il y a low. Low, c'est aucune mesure de sécurité. C'est tel que quelqu'un de très naïf et qui ne penserait pas à mal va développer le truc sans se dire « mince, on pourrait en abuser ». Ensuite, il y a le niveau medium, où on a essayé de sécuriser, mais visiblement, on n'a pas réussi. En tout cas, la mesure n'a pas été efficace. Le high, cette fois, il y a une meilleure implémentation des mesures de sécurité, mais qui généralement reste contournable. Et le impossible, c'est normalement la best practice en matière de sécurité. En théorie, vous allez voir que sur certains, la best practice, en fait, en tout cas celle qu'eux, ils ont adoptée, c'est pas celle que j'aurais mis en place personnellement, on aura l'occasion d'en discuter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter ça et je vais vous inviter en fait à réagir un petit peu, d'une part, si vous avez des idées sur comment est-ce qu'on peut abuser de cette fonctionnalité, quelles sont les failles qu'on pourrait trouver, et surtout comment est-ce qu'on pourrait protéger. L'application est faite de telle manière aussi que sur chaque page où il y a une faille, il y a un petit bouton View Source où on peut voir la partie PHP, juste la partie logique PHP pour comprendre en fait comment c'est, notamment si à un moment on se dit mince, bah là je ne trouve pas comment faire. Bah, en fait, parfois à la lecture du code, on se dit ah ouais non mais là ils ont abusé en fait, c'est la façon dont ils ont protégé, ça ne va pas du tout. Comment ça s'installe? Si vous avez une Kali Linux, donc une machine virtuelle Kali qui sert à faire voilà, tout ce qui est pen testing, etc., vous pouvez faire apt install dvwa et ensuite dvwa start et ça vous démarre ça directement sur le port 8080, je crois. Sinon, vous pouvez l'installer classiquement sur un serveur web comme vous le voulez. C'est vraiment une application PHP comme vous installeriez WordPress ou PrestaShop, ce que vous voulez. Évidemment, on va éviter de l'installer sur un serveur en ligne. C'est vulnérable. By design, c'est vraiment fait pour être vulnérable. On va éviter de mettre ça en ligne, ça serait mieux. Voilà pour ça. A priori, on va surtout s'attarder sur les failles et comment est-ce qu'on aurait pu les corriger, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Et pas trop sur les outils. Des outils, il en existe des dizaines, des centaines. On pourra faire un jour, si vous voulez, un live pen test, etc. Et c'est aussi très intéressant, mais c'est autre chose, c'est moins lié au PHP. Voilà. Donc c'est parti, je vais essayer de... Bah voilà, très bien. J'espère aussi que ça va être lisible. Ouais, par exemple, ça, c'est pas fou. Est-ce que... Comme ça, c'est mieux? Non. Non. Pas trop mal? Je grossis encore un peu la police ou ça va?
Hop. C'est bon? Donc pour les besoins de ce test, moi j'ai donc une deuxième machine virtuelle qui tourne ici avec DBWA d'installer dedans. Et du coup, j'ai fait un alias, donc j'ai dbwa.local qui ping dessus, et voilà, ce sera ma cible pour l'attaquer. Donc, on va s'y rendre tout de suite. Ah. Première chose, pour les besoins de cet outil, enfin de cet atelier, je vais utiliser un outil qui s'appelle Burp Suite. Et Burp Suite va intervenir ici en tant que proxy, c'est-à-dire qu'en fait, il va récupérer toutes mes requêtes et on va pouvoir les analyser, même si c'est des requêtes qui sont déjà passées, en fait, qui ont déjà été forwardées un peu plus loin. Nous, on récupère l'historique de toutes les requêtes. On se permettra aussi dans Burp Suite de dire « Attends, on va stopper la requête avant qu'elle aille plus loin. Donc, la requête est émise, je la modifie et je la forward ensuite. » Et donc, du coup, là, il me dit que mon pare-feu est connecté, mais que il n'est pas démarré, lui, le pare-feu. Donc Burp Suite, c'est installé par défaut dans Kali. Et par défaut, il fait tourner un proxy sur le port 8080. Donc, dans votre navigateur, vous mettez 8080, localhost 8080, et puis voilà. Hop là. Donc voilà comment se présente DVWA. Vous avez ici DVWA Security qui vous permet de modifier le niveau de sécurité. Donc là, il est sur low. On le passera au fur et à mesure en medium, high et impossible. Et à savoir qu'il y a un cookie en fait, qui est déposé sur votre machine qui contient security égale low, medium, high. Donc il y a des fois, en fait, vous verrez, genre par exemple, quand je dois forger un cookie, je n'ai pas besoin d'aller changer ça ou quoi. De toute façon, je fais une attaque en ligne de commande, je change juste le security égale medium et voilà, ça me permet de changer de niveau de sécurité comme ça. Donc, première chose, on a dit brute force. Donc, brute force, ça reste assez classique. Le principe du brute force, c'est si on teste toutes les solutions, à un moment, est-ce qu'on va trouver ou pas voilà. Pour ça, il existe plein d'outils pour faire du brute force. Nous, on va utiliser, par exemple, Hydra ou même Burp Suite directement. Donc, on teste, en fait, de se connecter. Là, je mets admin, par exemple, pour tester. Hop. Voilà. Et donc, c'est incorrect. OK. Du coup, je vais voir dans mon Burp Suite. Donc, c'est là où j'espère que ce sera à peu près lisible. J'ai essayé de grossir le truc, mais... Dans mon Burp Suite, dans l'onglet Target en haut, vous voyez, c'est toutes les requêtes qui se sont effectuées ici. Et du coup... Ici, on peut voir la fameuse requête où on voit mon username égale admin et password égale admin. Je peux prendre cette requête, lui dire send to intruder. Ça l'envoie dans l'intruder. Par défaut, tout ce qu'il m'a mis en vert, c'est pour lui des choses qui peuvent être des variables, donc il va potentiellement essayer de remplacer, modifier, etc. Je vais lui dire de me virer toutes les variables et juste de prendre... Alors, j'ai pas retrouvé comment faire pour... désolé, je peux pas zoomer ça. J'ai pas retrouvé comment faire pour faire varier dans mon Burp Suite deux payloads en même temps, c'est-à-dire le username et le password. Donc du coup, là, vous allez voir, j'ai juste laissé le username comme ça et je vais juste faire varier le password. Donc ici, je lui ai dit que c'était une variable password. Hop, mon payload, je lui dis que c'est une simple list. Et ma simple list, je vais prendre une liste de mots de passe que j'ai comme ça, par exemple les top 100 mots de passe. Voilà. Et du coup, j'ai bien mon attaque de type sniper. Et dans les settings, je vais juste lui dire, dis-moi quand tu vois cette phrase-là. Le jour où il ne la voit pas, c'est que je suis rentré du coup. Voilà. Hop, et c'est parti. J'attaque. Ouais, il teste. Et donc là, on peut voir à chaque fois où il a vu username incorrect, etc., il m'a mis un 1. Et ici, il ne m'a pas mis de 1, donc ça veut dire que c'était ça. Donc le mot de passe, c'était password. Donc évidemment, très bonne sécurité. Du coup, donc on peut le faire comme ça. On aurait pu aussi le faire avec un outil qui s'appelle Hydra. C'est exactement la même chose. Et ce qui est important, c'est que simplement, ici, vous avez le détail de toute la request, notamment le cookie, etc. Par exemple, le PHP seed. Voilà, si vous voulez vous essayer à des choses comme ça pour tester vos propres outils de sécurité, voilà.
Évidemment, hein, nous, on est grand, on est intelligent et on ne met pas admin password sur nos systèmes. Par contre, déjà, ce n'est pas le cas forcément de nos utilisateurs. En fait, on ne peut pas savoir ce que les utilisateurs font. On peut essayer de les impliquer dans la sécurité en leur forçant à faire des mots de passe un peu plus compliqués, mais bon, pour autant, ça reste quelque chose de compliqué. Du coup, on va passer en mode medium. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le brute force, selon vous? Quelles sont les bonnes pratiques, ou les mauvaises, si vous voulez vous dire, tiens, j'ai une idée lumineuse, je vais faire ça, je pense que ça va résoudre le problème. Ouais. On va mettre un petit timer, au bout de 3 tentatives échouées, on va bloquer 30 secondes. Alors, l'idée du timer est assez marrante, parce qu'en fait, en effet, eux, ils ont mis un timer, mais un timer pas très futé. Donc, je vais reproduire la même requête, mais avec Hydra. C'est juste un autre logiciel qui est en ligne de commande, mais ça nous permettra de plus facilement voir ce qui se passe. Et donc, j'ai évidemment mon petit... Hop là. J'ai l'impression que c'est des paramètres get, login password. Là, en fait, il est accessible en get en ce qu'on veut. En fait. Ok, c'est cool. Ouais. Du coup, hop, j'ai ma petite ligne de commande, donc il va me faire exactement la même chose. Juste, ici, c'était donc Hydra, le nom de la cible, -L, un fichier avec des logins, -P, un fichier avec des mots de passe. Là, voilà, je mets comme ça. Ah, mais si, en fait, non, je n'ai rien dit. Il faut que je laisse. Il vaut mieux que je laisse comme ça, parce que sinon, on ne va pas le voir. Comme ça, et du coup, je vais juste vérifier mon... Il y a peu de chances que mon PHP seed soit le même que celui que j'avais quand j'ai fait mes tests. Hop là. PHP seed, et du coup, on a dit qu'on le passait en medium. Donc là, vous avez dans le cookie qui est forgé, enfin dans le cookie que je lui donne, hop, il y avait security low, je le passe en medium. Hop. Et donc, il attaque. Donc là, juste, il a trouvé un point restore, machin, il a essayé de reprendre un truc qui était en cours, mais voilà. Normalement, ah, j'aurais dû le passer en... Attendez. Sinon, on va rien voir. Et du coup, il nous a dit quoi, -i. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il a attaqué 64 fois, comme ça, là. Et maintenant, il est bloqué. Et donc maintenant, en fait, il y a un timer, ils ont mis un timer. Donc les 64 premières passent bien. Et après, il y a un timer de 2 secondes pour chaque essai. On ne peut pas essayer plus qu'une fois toutes les 2 secondes. Là, je ne sais même pas pourquoi il ne continue pas, parce que normalement, il est censé continuer. Je vais voir, mais normalement, dans mes tests, il continuait bien. Après, ça mettait du temps, quoi. Ça mettait toutes les 2 secondes, ça remettait un truc. Je ne sais même pas pourquoi il s'arrête là. Mais donc, c'est ça l'implémentation qu'ils ont fait, eux. Donc, si on va voir le code... Ok, ça a l'air de l'énerver un petit peu. Non? On va pas voir le code, visiblement. Peut-être que c'est le timer qui. Bah ouais, qui m'a blacklisté. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Je l'ai testé 1 million de fois, je me suis jamais fait... En fait, ça, c'est le truc potentiellement, c'est plutôt ce qu'ils ont fait en high. Enfin, c'est encore un petit... En impossible, pardon. Bon, c'est pas grave, on va attendre de retrouver ça. Est-ce que... C'est pas sur la mauvaise machine. Si, en plus. Hop.
Ok, je ne sais pas ce qu'il a eu. Donc, comme je vous disais, on a le fameux view source qui nous permet de voir quelle a été l'implémentation de leur côté. Et donc, ils ont... Ah, il ne m'a pas changé le... Il m'a pas changé le niveau de sécurité, du coup, non? Si. Ah oui, c'est ça, exact. Ouais. Donc voilà, à partir du moment où il y a un login failed, on fait sleep to. OK. Au final, on gagne du temps avec ça, mais pas vraiment, c'est pas vraiment la bonne pratique. Au-delà de ça, on peut aussi parfois, bon, ici, et là c'était quand même au bout de 64 tentatives, mais sinon, on peut aussi embêter des vrais utilisateurs avec ça. Bon, c'est pas exactement ça la bonne pratique. Du coup, quelle est la bonne pratique pour ce genre de choses-là? L'authentification à deux facteurs, c'est sûr que ça peut aider. On bloque le compte, Les captcha, comment? on bloque le compte si jamais il y a trop de tentatives de connexion sur un seul compte. Par exemple, au bout de 5, on va Alors, bloquer le compte et on ouais, va faire un ça c'est la fausse bonne idée. Ça, c'est justement c'est ce qu'ils ont mis en impossible. Et c'est là où je disais, en théorie, c'est la meilleure pratique. Mais donc, ça veut dire que si moi, j'essaie de me connecter avec ton compte, je te bloque pendant X temps. Et donc, du coup, en fait, c'est les usagers réels qui se retrouvent vraiment embêtés avec cette solution. Ça dépend, parce que si on bloque le compte, s'il y a eu tant de tentatives en un temps trop court pour un être humain, en fait. Mm. Dans ce cas-là, tu sais que c'est pas un être humain qui a essayé. Donc Mais sauf que c'est-à-dire que si quelqu'un est en train d'essayer de pirater ton compte et que toi, tu essaies de te connecter en même temps, tu peux plus parce que ton oui, compte c'est est bloqué. le problème. Ouais. C'est plutôt l'IP qu'il faudrait bloquer. C'est ça. Forcer un changement de mot de passe. Par exemple, mais donc sinon, c'est plutôt l'IP qu'on essaie de bloquer. D'ailleurs, souvent, ce truc-là, on le gère plutôt côté système avec des outils comme fail2ban, où du coup, on se dit, OK, j'ai tant de fails, voilà, mais pas côté système, pas côté code. Non, déjà, côté code, il y a un truc tout bête, c'est qu'on peut mettre en place un token dans le formulaire qui change tout le temps. Un token, genre qui est dans un champ invisible, et du coup, qu'on va devoir soumettre en même temps. Ça veut dire que cette fois, ça va être beaucoup plus pénible à un attaquant de pouvoir retrouver le token et de le resoumettre à chaque fois. C'est tout de même possible, pour info. Mais là, c'est ce qui a été choisi pour le high. Donc, hop. Hop. Donc, si je regarde, je suis désolé encore si c'est petit. Voilà, ici, il y a un input type hidden avec un user token qui, du coup, va changer à chaque fois et qui devra être validé, enfin, qui devra être le bon, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais pour info, avec des outils comme par exemple Burp Suite, on est capable de lui dire « Retrouve-moi la valeur de ce champ », puisque en plus le nom du champ est toujours le même, et ressoumets-le dans le formulaire en plus à chaque fois, quoi. Donc c'est mieux, mais c'est pas impossible à bypasser. Et donc par contre, les vraies bonnes pratiques, hein, ça reste quand même... Enfin, ça c'est quand même une bonne pratique, ça limite pas mal les problèmes. Mais la vraie bonne pratique, ça reste de gérer ça côté système. C'est plutôt une problématique ops que code, en fait. Parce que le brute force, ça reste quelque chose de bête et méchant, c'est pas vraiment lié à votre code. Cela dit, on peut voir que selon la qualité de votre code, ça passera plus ou moins vite. Mais voilà. Donc ça, c'est le brute force. OK. Assez bête et méchant. Le command injection. Alors, on repasse en low. Donc le command injection, c'est quelque part votre code, pour une raison ou pour une autre, doit effectuer une commande, vraiment. Va utiliser système, la commande système, la commande exec, des choses comme ça, là, qui va exécuter vraiment une commande sur l'OS. Donc ici, par exemple, on nous dit entrer une adresse IP, donc je sais pas, voilà, comme ça. Ouais, j'aurais peut-être dû lui mettre une IP qu'il a parce qu'il va juste s'ennuyer à me dire que ça time out. Hop. Qu'il envoie les 4 pings et puis après il nous renvoie le truc. Voilà. Donc là on voit bien, hein, cet output là, c'est clairement ce qui a été fait dans une console. Donc voilà. Comment est-ce qu'on peut essayer d'abuser de cette fonctionnalité? en lui donnant une autre commande, en fait. Bah, si je lui donne une autre commande, il va faire ping notre commande. On va chaîner.
on va chaîner du coup avec, comme ça par exemple, hop, avec et donc pour avoir enchaîné une autre commande. Et donc je teste comme ça, who am I? Voilà, et là j'ai la réponse 3W data. Donc a priori, pas cool du tout, quoi. Là, on se dit, après tout, le gars, c'est cool, il peut taper une commande, et en plus, à chaque fois, on doit attendre que les 4 pings se fassent. En gros, ça va être long, quand même. On se dit, même s'il y a une faille, avant qu'il arrive à quelque chose, ça va être long. Vous allez voir que ça ne va pas être si long que ça. Direction revshell.com. Revshell, c'est ce qu'on appelle un reverse shell. Donc, on va se faire un reverse shell qui va marcher ici. Donc, par exemple, celui-ci. Ma machine, c'est .106, très bien. .106, hop là. Donc, j'ouvre un terminal et j'ouvre. Super. Voilà, j'ouvre un terminal et je lui mets une ouverture sur le port 4444. Et de l'autre côté, je vais lui envoyer ça. Donc ping 127.0.0.1 et comme ça. Et je suis connecté. Là, je suis connecté directement en shell sur la machine. Je suis connecté sur la machine distante. J'ai envoyé une commande à travers le petit input. Je lui ai envoyé une commande pour lui dire connecte-toi sur le port 444 de telle adresse IP, la mienne. Et voilà. Je n'aurai pas plus de droits que celui qui exécute le code, c'est-à-dire 3W data. Mais quand même, ça veut dire quand même que là, je peux aller me balader dans ETC, je peux savoir, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme user dans cette machine? Il y a un user KDSCOOB, voilà, je peux retrouver quand même beaucoup d'infos. Si tu as des failles de sécurité au niveau système, du coup, tu peux en abuser, c'est ça. Une fois en fait, qu'on a déjà une console comme ça, après on a des outils, comme un super outil qui s'appelle LeanPeace, qui permet de lister toutes les failles de sécurité sur sa machine, parce que c'est une chose de faire une énumération d'une machine à distance, c'est-à-dire on essaie de voir quels sont les ports ouverts, etc. Machin, mais pour autant, on ne connaît pas la version du noyau, on ne connaît pas la version, etc. Là, on est dessus. Hein. Là, on est sur la machine, on va avoir beaucoup plus de choses. Se rendre compte s'il y a un user qui a trop de droits, etc. Donc, voilà, on se dit, ça peut ne pas être grand-chose, mais en fait, si, ça peut aller très, très vite. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour corriger ça? Une bonne regex des familles. Alors, du coup, avant de faire une bonne regex des familles, on va faire une mauvaise regex des familles. Ah oui. Je ne veux plus rien faire sur cette page tant que je n'ai pas release le shell. Là, je peux cliquer n'importe où, ça ne va pas. Il faut que je release le shell, sinon il ne me changera plus la page là-bas. Elle est connectée à mon shell. Elle est dans une action qui ne se finira jamais. Elle est en train d'exécuter une action qui ne se finira jamais tant que le shell ne sera pas terminé. Donc, je passe en medium et je vais voir ce qu'ils ont fait. Donc, dès qu'ils voient et ou point virgule, ils le remplacent par rien. Mince. Je vais par rien, ouais, par que dalle. Ok, je vais être très embêté. Hein. Ça va être très très long. Donc, du coup, en fait, on a le droit d'utiliser ça aussi, par exemple. C'est la même chose. Donc, si je fais ça, par exemple, voilà. Voilà. Du coup, ma commande. Ah, je sais même pas. J'ai pas vu ma commande passer, mais. C'est bizarre, je vois pas mon truc. Attends, il y a peut-être autre chose dans le code, j'ai pas vu. Qui fait ses substitutions. Comment? Bon, je réfléchis, mais normalement c'est bien comme ça. Et ah, voilà. Donc, du coup, ok, ça fonctionne, très bien. Donc, maintenant, on passe au niveau au-dessus. On a vu que ça, visiblement, c'était pas fou. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux? Eh bien, encore
des regex, là, on se dit, cette fois, on rigole plus, et on ajoute plein de caractères. Là, ça rigole plus, quoi. Mais, quand même, c'est pas hyper malin d'avoir mis ça. Donc, en gros, on n'a pas d'utiliser pipe espace, mais pipe tout court, oui. Donc, en fait, hop, si là, je mets, voilà, typiquement comme ça, tant que je ne mets pas d'espace. Voilà. Donc, voilà. Du coup, c'est quoi la vraie solution? La vraie solution, avant tout, c'est de se dire qu'on ne va pas faire une blacklist des caractères qui ne vont pas être autorisés. On va plutôt faire une whitelist. On va s'assurer que ce qu'on a, c'est bien des nombres et c'est bien quelque chose qui est prévu pour être une IP. La blacklist, vous trouverez toujours quelqu'un qui arrivera à abuser avec, par exemple, rien qu'en utilisant des caractères ASCII ou des caractères, voilà, en essayant de changer la façon dont ils vont en fait envoyer un caractère. C'est obligé que ça va mal se passer. Donc la bonne solution, c'est de whitelister. Et donc là, quand ils ont fait ça, je ne sais plus, mais ils ont vraiment vérifié que c'était bien des nombres, etc. Hop. Voilà. Donc là, ils ont bien séparé les 4 octets, etc. Et ils ont bien regardé si à chaque fois c'était bien du numérique, etc. Donc voilà, ça c'est un truc que vous pouvez retrouver dans beaucoup de code pour le coup. C'est genre, ah bah j'ai une bonne idée, je vais blacklister des trucs auxquels je pense. Au pire, je vais même aller sur Internet chercher s'il n'y a pas des gens qui ont une liste plus importante que ce que moi j'ai pu penser. Mais en fait, ça n'ira jamais au bout, quoi. C'est pas possible. Hop, on repasse en low. Et on passe au file inclusion. File inclusion, c'est quoi? On clique ici, on voit que ici il nous met page égale file1.php. Donc il y a bien, c'est vraiment les systèmes, si vous avez fait du PHP il y a 15 ou 20 ans, c'était la grande passion, quoi. C'était se dire genre, waouh, j'ai tout mon layout qui se charge, et puis en fait, comme ça, je mets un paramètre page égale machin, et puis ça va, dans le milieu, ça va me charger ma page en question, quoi. OK. Comment est-ce qu'on peut abuser de ça? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire comme fichier? Enfin, des trucs point slash, ouais, index. Oui, par exemple. Voilà. On peut lui dire des choses comme ça. Le user 3W-data, malheureusement, n'est pas shrouté, donc il n'est pas bloqué dans son chemin où il y a l'application. Il a le droit de voir tout le système. Et du coup, bah, voilà, on peut lui printer n'importe quoi. C'est gênant. Du coup, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on n'est pas des demeurés. Hein, donc, hop. Par contre, là, ça m'a tout pété. Ah. Ouais, un peu, là. J'avais dit en plus qu'il fallait que je nettoie mon historique avant. Donc, hop. Cette fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si jamais ils trouvent http ou https : ils remplacent par rien. Et pareil, s'ils trouvent // ou // ils remplacent par rien. Mais en fait, encore une fois, ça va pas aller très très loin. Donc déjà, ici, vous avez vu qu'on pouvait inclure une page locale, mais ça marche aussi avec une page distante. Et donc là, je ne peux pas insérer, par exemple, si je veux insérer une page distante, je ne peux pas, puisque je ne peux plus mettre HTTP ou HTTPS. Mais par exemple, je peux mettre en majuscule. Ça passera. Bon, ok, là, je pensais que l'image s'afficherait directement, mais non, mais c'est pas grave. Ah, oui, ouais. Le site de l'agence. Donc, du coup, bon, ça ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas comme ça qu'on va le résoudre, visiblement. Donc, nouvelle tentative. On va aller un peu plus loin. Du coup, là, on regarde si le fichier commence par file étoile. Donc, c'est quand même beaucoup mieux, parce qu'a priori, cette fois, ça va être compliqué de faire autre chose que ça. Du coup, une idée?
Alors, il y a un truc où, vu que le truc d'après, c'est une faille de file upload. Tu vois. Donc en effet, tu peux uploader un fichier qui s'appelle file quelque chose, et voilà. Mais c'est encore un autre sujet, puis il ne sera pas dans le bon répertoire. Mais donc du coup, non, il y a d'autres moyens de faire. Non, mais en HTTP sur ton site web, par exemple. Non, mais il faut vraiment que ça commence par file. Ouais. Bah, ça n'ira pas, parce qu'enfin, au départ, en tout cas, il va nous demander que le début du truc, ce soit file quelque chose. Et ben, on va utiliser les caractères ASCII. Donc du coup, on a file1.php, par exemple, ici. Et là, on lui dit... hop, bon, j'ai dû en mettre un en plus ou en moins. En gros, l'idée, c'est le %0a, c'est le dièse, en fait, en ASCII. Et du coup, avec ça, il va traiter les deux requêtes l'une après l'autre. Donc, il va bien essayer de faire le file1.php, puis ensuite, il va faire l'autre. Encore une fois, avec de la blacklist, vous en sortirez jamais. Ça n'ira jamais. Je ne sais pas pourquoi, sur celui-ci, je viens de me rappeler, en fait, j'ai pas réussi à réinclure un fichier qui était genre du type etc/wd. Mais par contre, dans File Upload, j'ai uploadé un fichier, et celui-là, j'ai réussi à le charger. Donc, je ne sais pas pourquoi, spécialement, il cassait les pieds avec ça, mais voilà. C'est peut-être juste parce qu'on repart d'un cran trop loin, ou je sais pas. Mais là, de quel un espace dans mon upload? Dans Quand je regarde l'erreur, il y a un espace qui est... Ici, là Ah bon? bah, ça, c'est normal. Ça, c'est le %A. Mais attends, on va voir si, depuis ma... Mince, voilà. Il y en avait d'autres, des caractères qui marchaient aussi. Donc là, c'est mon fichier Hello World, mais que j'ai pas encore uploadé, du coup, mais... Ouais, non, donc ça, c'est normal. On va essayer d'uploader un fichier après, et puis justement, on va le voir. Et du coup, le Impossible, c'est quoi le projet? Hop, on va regarder. Je n'ai même pas regardé, je crois, ce qu'il faisait en Impossible. Mais en fait, dans les mesures de sécurité, normalement, on ne devrait jamais avoir quelque chose de ce type-là. Tout devrait être dans des routes, quelque chose. Enfin, ça doit être prévu. C'est pas l'utilisateur qui va décider au dernier moment de changer les paramètres. Voilà. Hop. Bon, bah voilà. Là, c'est clair et net. Encore une fois, hein, c'est blacklist versus whitelist. Voilà, là, je n'autorise que ça. Au moins, je suis sûr qu'on ne peut pas en changer, quoi. On ne peut pas passer outre ça. OK. Du coup, next. File upload. Les file upload, généralement, ils sont marrants. Quand même. File upload, ils nous disent que c'est une image à uploader. Mais quand on regarde, ici, il est sur All Files, donc visiblement, ça doit aller quand même, quoi. Enfin, il nous dit que c'est une image, mais c'est du déclaratif. Donc là, on va utiliser un petit outil que j'ai découvert comme ça, qui s'appelle Weavly. Tu connais? Donc Weavly, on lui donne comme argument, on lui dit de générer, pardon, comme ça. On lui donne un password, je vais mettre password. Et on va lui dire de générer un fichier qui s'appelle reverse.php. Et d'ailleurs, je ne vais pas me mettre là. Voilà. Hop là. J'upload mon petit reverse.php. Voilà, il a été uploadé. Et du coup, Weavly, ma cible, donc mon fichier entier, hop là, comme ça, et mon mot de passe, j'ai mis password. Voilà, connecté. Il a généré ça tout seul. Il génère un code dégueu, mais dégueu, obfusqué. Voilà le code qu'il a généré.
Mais ça fait le taf. En plus, c'est même un peu invisible. Enfin, je veux dire, le gars... En plus, il faut un mot de passe. Vous avez vu quand même que là, c'est devenu chez nous. On a mis un mot de passe pour rentrer et tout ça. C'est son propre mot de passe. Voilà. C'est très fort. Donc là, déjà, première mesure de sécurité, hein, c'est de se dire, on contrôle le type, quoi. Il faut au moins contrôler le type de fichier. On n'affiche pas le chemin complet du fichier. Aussi, ouais. Bah, ça dépend, parce que des fois, ça peut être le truc, genre de se dire, à la fin, on doit l'afficher, on doit le... Tu vois, si par exemple, tu uploades une image, à la fin, c'est ton avatar, tu peux faire clic droit et voir le lien de l'avatar, tu vois, si c'est censé être une image. Mais bon. Donc, du coup, on va passer en niveau médium. Et là, si on regarde le code source, on vérifie que le fichier, ce soit un fichier de type image JPEG ou image PNG et que sa taille soit inférieure à 100 000. OK. Du coup, on va regarder. OK. Ça n'a pas été uploadé parce que c'est que des JPEG ou des PNG. Bon, qu'à cela ne tienne, on va chercher burp. On lui dit proxy, intercepte-moi tout ce qui passe et on verra ensuite ce qu'on en fait. Donc, on réessaye, on upload. C'est dans burp. Là, vous voyez en haut, c'est en train de charger. En fait, ça ne va pas finir le truc. J'ai récupéré la transaction qui est en train de sortir, mais avant qu'elle arrive vraiment là-bas, je vais me permettre de la modifier. Donc ici, encore une fois, je suis désolé, c'est petit, je ne sais pas si je peux grossir ça. Mais en gros, j'ai tout le détail de mon formulaire. Voilà. Et ici, je vois que dans mon formulaire, il y a ce fichier-là, c'est marqué application XPHP. Bon. Image JPEG, comme ça. Et maintenant, je lui dis renvoie la requête là-bas. Et ça a été uploadé. Successfully uploadé. Donc encore une fois, on peut croire qu'il y a une vraie protection comme ça, mais vous voyez que tout est très facilement manipulable. C'est vraiment moyen, quoi. Donc, on passe en medium. On passe en... Ah oui, il faut que j'enlève mon intercept. Ça, pensez bien à le désactiver, sinon il va vous embêter tout le temps. En high... File upload. Donc cette fois, qu'est-ce qu'ils ont vérifié? Déjà, là, ils vérifient l'extension. Il faut que l'extension, ce soit JPEG, JPEG ou PNG. Et du coup, il faut que les différents trucs se fassent. C'est pas très très difficile. Enfin, du coup, on prend notre fichier reverse, là, on l'appelle JPEG, on fait la même chose, et on va quand même réussir à l'uploader. Le seul truc après, c'est comment est-ce qu'on peut l'exploiter, parce que du coup, si c'est un fichier JPEG, par défaut, le serveur ne va pas le considérer comme du PHP. Le serveur Apache, lui, il va dire, c'est du JPEG, je t'envoie la ressource, comme ça. Là. Mais s'il y avait une faille de type file inclusion, qu'on a vu juste avant, on peut l'exécuter. Tout à l'heure, quand à un moment, j'ai voulu afficher une image, on a vu le code source de l'image. Vous voyez, on a vu le contenu, on n'a pas vu l'image, on a vu le contenu, vraiment le code de l'image. Et ben donc si là on envoie l'image et qu'on fait ça, et ben en fait on va exécuter le PHP de la même façon en utilisant la file include d'avant, quoi. Du coup, c'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'on fait pour se prémunir de tout ça? On stocke les fichiers dans un endroit où ils ne peuvent pas être exécutés déjà. Alors ça peut être compliqué parce que si par exemple le but c'est tu es sur un site où tu peux uploader ton avatar, tu vois, ton image de profil, il va bien falloir qu'elle soit accessible à un moment. Ça dépend vraiment, je dirais que cette partie-là, c'est du côté métier, ça dépend si c'est un truc je sais pas, une plateforme e-learning où c'est pour déposer ton docx ou ton PDF ou quoi de ton examen, pourquoi pas, tu n'as pas besoin d'y accéder, enfin, tu n'as pas spécialement besoin de pouvoir y réaccéder juste après. Mais par contre, si c'est typiquement une image de profil, c'est bien fait pour ça, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Alors, déjà, visiblement, ils ont encore une vérification de token. Bon, c'est... OK. Ils vérifient... Alors, oui, ils changent son nom. Ça, c'est assez important.
de changer son nom, rien que en effet pour que la personne ne puisse pas forcément le retrouver. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Enfin, un clic droit sur l'image, alors c'est vraiment. Si l'image est. Oui, ça c'est clair. Oui, non, mais c'est clair. C'est plutôt, par exemple, quand il y a des robots qui essaient de faire des trucs un peu automatiques, au moins ils sont un minimum perdus, quoi. Et donc du coup là, ils ont généré un unique ID qu'ils ont mis en MD5. Ils vérifient encore une fois les extensions, etc. Et voilà. Voilà. Et donc ça, c'est le truc qui va bien, le image create from JPEG, qui va permettre en fait on récupère l'image et on essaie de régénérer une image avec. Ça, c'est vraiment la bonne chose à faire. D'ailleurs, on n'a pas vu tout à l'heure, mais en fait, dans la version i, il y a une fausse bonne idée, encore une fois. Et comment il se contournait le niveau O? Non, le impossible, il ne se fait pas. Non, celui le niveau I. Avec la faille include, en combinant deux failles. Mais quand même, ici, ils ont un truc, c'est une fausse bonne idée qu'on n'a pas vue. Hop là. C'est celle-ci. GetImageSize, c'est une fonction PHP qui permet d'avoir la taille d'une image, évidemment. Si vous allez sur la page de la documentation PHP de GetImageSize, ils disent « Attention, cette fonction ne doit pas être utilisée pour vérifier si c'est une image ou pas. » En gros, vous prenez un fichier PHP, vous lui mettez GIF en majuscule GIF 90A, vous lui faites GetImageSize, ça répond quelque chose. Même si c'est du PHP derrière. Donc, fausse bonne idée, et il faut bien chercher la best practice qui est plutôt de recréer une image depuis l'image et d'essayer d'exploiter celle-ci. Donc, au pire, votre create image, là, il ne va pas fonctionner parce que la matière de départ n'était pas une image, mais tant pis, ça échoue et tant pis, ça a bien fait d'échouer. Soit c'était bien une image et normalement, on a à peu près sécurisé le truc, quoi. Et ça, c'est possible que pour une image. C'est possible que pour une image. Après, j'aimerais pas être dans le cas où j'ai une plateforme où je dois demander à des gars de ploder du PHP, quoi. Ça me parce que là, vraiment, ça me... Ouais. Je pense mauvais truc, là. OK. Du coup, on passe à la suite. Vous avez vu que je ne les fais pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins intéressants, il y en a qui sont plus ou moins fonctionnels aussi. Pour les icônes, c'est pareil ou pas? Les points icônes? Les points ICO, ouais, je sais. C'est un BLP. Mais je sais que le point ICO, récemment, pour avoir eu des WordPress hackés, où il y avait des fichiers point quelque chose, point ICO, et dedans, il y avait du PHP. Donc, je pense qu'avec ça, plus une faille include, ouais. Donc, je sais pas trop. Je sais pas si on peut régénérer. Ouais, je sais pas. Et je me dis qu'il doit certainement y avoir des fonctions exprès pour les ICO, parce que c'est pas une image exactement. Donc, Et si c'est du PHP qu'on doit uploader, on peut pas faire un truc aussi, l'injecter dans le fichier, réécrire la première ligne, dire la première ligne, tu sors tout de suite, et du coup, tu affiches rien, tu n'exécutes rien, en fin de compte. j'ai pas compris. L'idée, c'est de ne pas exécuter le fichier, enfin, qu'il ne se passe rien Ouais, sur ouais. le fichier. Donc, tu pourrais insérer une ligne au tout début du fichier pour dire sors tout de suite, et puis tu fais rien. Ouais. Dans la plupart des fichiers images, de toute façon, les débuts des fichiers, enfin, le contenu des fichiers, si on va lire un peu le contenu des fichiers, on est capable d'aller voir si c'est vraiment un. Ouais. Alors là, c'est un niveau après, mais. Ouais, c'est ça. On peut Mais aller chercher en essayant de lire le mime type, mais du coup, tu peux le faker, comme je te disais, genre, t'as un fichier. La structure du fichier, parce que dans les JPEG, ça commence par. Il y a Ouais, des ouais. séquences et des trucs que tu peux quand même réussir à aller. Ouais. Tu commences à rendre le truc un peu plus. Un peu plus hard, ouais, c'est clair. Niveau reversion en général, c'est pas une solution purement anti ou de bloquer l'utilisateur WWData, on peut pas le restreindre vraiment à ce qu'il puisse rien faire. Alors là, en fait, si on va voir le truc, je pense qu'il est déjà très très restreint. C'est-à-dire que typiquement, à mon avis, il n'a pas de shell. Attends, je vais me connecter comme ça. Oui, de toute façon, j'y suis. Donc. Le fichier 3WData, le user 3WData, pardon, ici, voilà, il est en no login. Il n'a pas le droit de se connecter en SSH ou quoi, de se connecter tout court. Il n'a pas de mot de passe, il n'a pas le droit de se connecter. Mais il a le droit d'exécuter des commandes quand même, puisqu'il a le droit d'exécuter des commandes cron et des commandes en démon et des choses comme ça, quoi. Et du coup, quand tu as réussi à te connecter à distance, C'est que du coup, je lui ai fait exécuter une commande qui est un terminal, en fait. Je l'ai fait se connecter à un terminal à moi. SQL injection. Grande passion.
Bon, du coup, il nous dit user ID, entrer un user ID. Donc, oh, ça c'est moche. Non, mais du coup, ouais, ouais. Yes. Donc, on rentre un user ID et du coup, on peut avoir enfin, ça nous ressort quelques trucs. OK. Donc, le principe de l'injection SQL, est-ce que tout le monde voit à peu près? On a à un moment une variable. Ce qu'on va mettre dans le champ ici, ça va remplir une variable. Et à un moment, on a une requête SQL qui est pré-générée et qui va dire where ID égale le contenu de ma variable. Donc, le jeu, c'est de se dire, si je mets quelque chose dans le contenu de cette variable, est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que je peux en faire autre chose? Donc là, par exemple, on va déjà on voudrait avoir la liste des users. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut mettre % plutôt que 1. C'est comme ça, il va essayer de normalement de tous les faire. On essaye et il nous dit, ça ne marche pas. Mais si je lui dis ça et voilà. Donc, volontairement, je ne mets pas de dernière cote, puisqu'il y en avait une, il y en avait une qui était censée être là, normalement, pour refermer ça. Hop, et là, je peux avoir la liste de mes ID, enfin, la liste de tous les users. OK. Ça, déjà, c'est pas cool. Mais en fait, quand on a compris qu'il y avait quelque chose qui était faillible, on peut cette fois aller beaucoup plus loin, puisque, par exemple, non, j'ai mon pense-bête ici, hein, à côté. Du coup, ici, on peut voir toutes les tables. On arrive à lister toutes les tables, par exemple, comme ça. Là. Donc, en fait, on peut lister toutes les bases ici. Donc, par exemple, on sait qu'on a une base user, une base guestbook. Et du coup, après, on va pouvoir faire encore bien pire. Enfin, à partir du moment où on fait ça, on peut vraiment faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut, on peut dropper ce qu'on veut. Voilà, c'est assez violent. Du coup, notamment, si on sait un petit peu si on a compris comment était faite la table, on peut tout simplement lui dire voilà. Et donc là, on a la liste de tous nos users. Ici, voilà. Le reverse de ce truc-là, c'est password, encore une fois. Voilà. Bon, déjà, au-delà de la problématique de l'injection SQL ici, il y a une autre problématique qui est celle du stockage des mots de passe, quoi. Aujourd'hui, on considère que stocker un mot de passe en MD5 ou en clair, c'est la même chose. Hein, ça revient exactement au même. Donc, du coup, c'est quoi la solution contre ça? Ouais. C'est ça, ouais. Parce que donc du coup, d'abord, toi tu m'as donné la bonne réponse, donc c'est très bien. Et donc avant la mauvaise réponse, c'est genre, bah oui, MD5, il ne faut plus utiliser ça, on va utiliser SHA-1, SHA-256 et tout ça. Très bien. Mais les dictionnaires de reverse, là, c'est les mêmes. Hein. Et tout le monde les a déjà fait dans tous les algos de cryptage. Hein. Donc à partir du moment où vous avez des utilisateurs qui utilisent des mots de passe insécures et que enfin, vous pouvez utiliser n'importe quel algo de cryptage, ça ne changera rien, quoi. Donc la bonne solution, c'est en effet le salage. Donc on va ajouter une chaîne potentiellement avant et ou après, qui va être une chaîne aléatoire, enfin qu'on aura générée aléatoirement au départ, mais qui est dans notre applicatif quelque part. Et donc ce qu'on va encoder, c'est pas password, c'est genre un truc aléatoire, password. Et donc ça a priori, c'est dans aucun dictionnaire. On espère. Voire mieux ne pas stocker de mot de passe tout court. Ouais, alors ça. Ouais, c'est pas toujours faisable. C'est pas toujours faisable. Ouais. Honnêtement, ouais. Ouais, mais bon, c'est pas toujours faisable. Donc, en tout cas, sinon, pour la partie injection SQL, la partie injection SQL en elle-même, c'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, toutes les mauvaises idées sont bonnes à prendre, donc allons-y. On échappe déjà les... Voilà. C'est ça. On dit aux utilisateurs d'être gentils
Alors, là, attention, regardez bien, on a la super idée, c'est une liste déroulante. Ouais. Donc là, bah, on peut plus rien faire. Je ne peux plus écrire dans mon champ, donc c'est dommage, quoi. Voilà. Donc du coup, évidemment, personne n'est dupe. Ici, je change la valeur, du coup. Non, c'est pas obligé dans bancaire, parce que c'est dans SQL et le chef de projet est du. Mais non, c'est une extension surprise d'API, sauf qu'il était sérieux. C'était pas un bon moment. Donc voilà, ça passe toujours aussi bien. Et dans l'histoire, je vous ai pas mis un truc, mais ils ont enlevé en effet l'utilisation des quotes, c'est des simple quotes, mais en fait, elle marche aussi sans. Donc voilà. Donc ça, ce que ça met en avant ici, et qui est très important, on va le retrouver plus tard, c'est un blocage en front, c'est pas un blocage. C'est très bien d'avoir un truc qui dit à votre utilisateur attention, le login, ça doit être une adresse mail. Du coup, vous devez, si je ne détecte pas qu'il y a au moins un point et un arrobase, ça ne marche pas, ce n'est pas une vraie adresse mail. Ça, c'est bien d'avoir un petit truc en JS qui dit à l'utilisateur ça ne va pas. Mais ce n'est pas une vérification, ça, puisque c'est très facile à bypasser. À partir du moment où c'est votre navigateur, finalement, qui se charge de cette vérification, bah, c'est quand même votre navigateur. Vous faites ce que vous voulez, quoi. Donc, un check en front, il faut aussi un check en back de l'autre côté. Du coup, si on va sur la partie high, alors là, la partie high, je ne sais même pas ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont délégué ça dans une autre page. Donc là, ça nous ouvre une autre page. Mais c'est exactement la même problématique que sur la première, que sur le low. Je ne sais même pas ce qu'ils ont essayé de faire. Il y avait un manque total de cohérence là-dedans, mais bon. Et du coup, donc, quelle est la bonne pratique là-dessus? Pardon? Les? Ouais, c'est ça. À partir du moment, en fait, si vous regardez, on vous dit directement que on ne devrait jamais utiliser MySQL directement comme ça. Il y a des fonctions comme toutes les fonctions d'échappement, en fait, les real escape string, etc., qui vont permettre d'assainir votre chaîne de caractères pour être sûr que tous les caractères potentiels soient échappés. Et normalement, ça résout notre problème. J'espère sincèrement que plus personne fait du SQL comme ça, mais bon, on en voit. Hein. Des fois, on reprend un vieux projet, on dit « Ouh là, c'est pas très beau, c'est pas très propre ça ». Ok, du coup. Ouais. Après, là, l'utilisateur de la base de données, tu vois, typiquement, il a accès que théoriquement à ces tables à lui, quoi. Mais c'est déjà beaucoup, en fait. C'est déjà. Par exemple, enlever le droit de faire un drop, par exemple, dans un truncate, si ouais. c'est pas censé. Ouais, faut voir ce que ton application a le droit de faire ou pas. Mais ouais, c'est vrai que ça peut déjà être ça, quoi. Je regarde un petit peu le weak session ID. Donc ça, c'est pareil, c'est de la bonne pratique. Si je vais voir dans mon navigateur, c'est là. Si je vais voir dans mes cookies, ici, on peut voir que j'ai un numéro de session et qui vaut 1, du coup. Et si j'essaie de générer un nouveau numéro de session, mon numéro vaut 2. Bon, en gros, ça, c'est une bonne pratique aussi. Hein, c'est numéro de session ne devrait jamais être calculable. On ne devrait jamais pouvoir le deviner. À partir du moment où on peut deviner le numéro de session de quelqu'un, c'est grave. On peut se forger un cookie, etc. et se connecter à la place de quelqu'un. Du coup, c'est quoi les bonnes pratiques sur ces... Alors, encore une fois, c'est quoi la fausse bonne pratique là-dessus? On va voir pour ceux qui vont avoir l'œil. J'espère que ce sera suffisamment lisible.
Donc maintenant, ma valeur, c'est ça. Si je la... j'ai pas un endroit... Voilà, c'est ça la valeur. Ça vous dit quelque chose comme chiffre? C'est un timestamp. Donc du coup, encore une fois, de base, on pourrait croire que c'est peut-être un nombre un peu random, mais en fait, à partir du moment où c'est un timestamp, on peut tout très très facilement le deviner. On connaît, de toute façon, dans tous les cas, c'est une chaîne qui se suit. Enfin, voilà, ça ne va pas du tout, quoi. Donc c'est quoi les bonnes pratiques pour générer du vrai random? On peut utiliser les unique ID ou ce genre de choses-là, c'est vrai. Là, quand même, dans la génération de leur code, de leur numéro de session, ah bah, on l'a pas là? Non. En gros, là, dans le high, ce qu'ils ont fait, c'était encore une fausse bonne idée. Voilà. Le nombre qui m'a été généré, c'est ça. Et c'est le reverse de 1. Donc là, les gars se sont dit, OK, on va continuer à faire 1, 2, 3, 4, machin, mais bon, si c'est en MD5, normalement, c'est bon, on a gagné. Donc encore une fois, très mauvaise pratique, hein. Donc après, les bonnes pratiques, c'est quoi? En effet, on va randomiser, on va mettre du grain de sel, on va utiliser des fonctions comme unique ID, des choses comme ça, pour pouvoir être sûr d'avoir un nombre toujours tout à fait random, quoi. On finit très rapidement avec les failles XSS. Est-ce que tout le monde est à peu près chaud du XSS? Alors, ouais, on va peut-être directement faire... Alors, des XSS, moi, il y a encore quelques années, oui, on devait être étudiant quand même, il y en avait sur le site d'Apple, donc c'était aussi... Donc les XSS, on définit 3 types, le DOM, le reflected et le stored. Le stored, c'est quand on a un champ qui est stocké en base de données. Donc par exemple, vous avez quelque part où vous pouvez mettre un commentaire sur un site, et dedans, vous pouvez mettre du code qui sera exécuté chaque fois que quelqu'un va afficher les commentaires, par exemple. Ça, c'est un peu violent. Le reflected, c'est quelque chose sur lequel en fait, on va pouvoir directement... c'est genre, on va mettre quelque chose, et sur l'écran d'après, il va nous réécrire genre « bienvenue », machin, le truc qu'on avait mis comme ça. Donc pareil, on peut forcément en abuser. Et dans le DOM, c'est quand on va directement réussir à modifier une partie du DOM avec une XSS. Donc là, le reflected, donc si on essaye, what's your name, Kevin, hello Kevin. Et ici, on peut voir qu'en haut dans l'URL, il y a ça, hello Kevin. Du coup, si je dis Kevin, hop. Voilà. Donc, ça, c'est la preuve que c'est faillible d'une XSS, hein, généralement, c'est si j'arrive à faire un alerte, c'est que c'est faillible. Un alerte, c'est pas très gênant, mais avec une XSS, on va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir rediriger l'utilisateur, tout simplement, sur un autre site. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Imaginez, vous êtes sur le site de votre banque, il y a une faille de ce type-là, on arrive à vous forger une URL qu'on vous envoie, et qui va en fait vous rediriger sur un clone du site de votre banque, qui ne s'appelle pas banquepopulaire.fr, mais banque-populaire.fr. Voilà. Et du coup, vous faire d'autres actions dessus. Voilà, ça peut être compliqué. Du coup, encore une fois, les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On se dit, bah ouais, de toute façon, à partir du moment où on peut faire script, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Si on trouve script, on le remplace par rien. C'est cool. C'est vraiment très cool. Donc, du coup... Voilà. Très bonne idée. Maintenant,
Ok. Ils connaissent la regex. Là, ok, il y a une regex un peu plus importante. Donc là, quand c'est comme ça, tout comme tout à l'heure, il y avait ref shell, là, si vous voulez, il y a, vous cherchez, voilà, il y a Portswigger, là, c'est les gars qui font Burp Suite, justement. Ils ont une petite cheat sheet. Hop. Vous lui dites, en fait, que vous voulez un test de XSS. Le truc le plus courant, généralement, c'est qu'on va utiliser, par exemple, une balise image. Hop. Et avec typiquement un on-error. On choisit le navigateur dans lequel ça doit fonctionner et tout ça. Enfin, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment à la carte, quoi. Hop. Et du coup, il nous dit qu'on peut utiliser ça, par exemple. Hop. Qu'on essaye. En effet, hein, j'ai plus le mot script. Mais toujours aussi faillible, ça ne change pas. Donc encore une fois, hein, whitelist versus blacklist. Normalement, là, on doit vraiment échapper tous les caractères. C'est pas une idée de on liste les caractères qu'on veut échapper, qu'on veut remplacer ou je sais pas quoi, avec une regex bizarre. Il y a des fonctions qui servent à ça. Vous doutez bien que si vous avez cette problématique, d'autres ont dû l'avoir avant. Donc on cherche la best practice. Et si on va voir... Hop. Ouais, HTML Special Cars ou HTML Entities, je sais plus. Voilà. HTML Special Cars. Comme ça, on échappe tous les caractères. A priori, là, on commence à être bien. Mais pour autant, ça peut arriver de se dire, mince, est-ce que j'ai bien vérifié tous mes champs partout? Est-ce que voilà, ça pourrait être pénible. XSS Store. Donc là, ouais, un guestbook. Vous avez déjà revu il n'y a pas longtemps un site internet avec un guestbook? Donc on teste. Ok, donc en effet, nos champs sont... Enfin, c'est là directement. Donc si maintenant on essaye, test. Ok. Donc là, bah, pareil, hein, aucune vérification, rien. Bon. Du coup, on passe en mode medium et on regarde ce qu'ils ont changé. Oui. Je vais le clear, ce qui va m'embêter, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un strip tags. Mais mine de rien, le strip tags, il est que dans message. Il n'est pas sur le name. Donc, et par contre, sur le name, quand même, on nous dit qu'on ne peut pas utiliser la balise script. Donc là, c'est plusieurs protections en même temps. Voilà. Et vous allez voir, en plus, il y en a encore une qu'on ne voit pas, qui est sur le front. C'est que si j'essaye... donc oui, de toute façon, on a dit que script, ça n'irait pas. Du coup, je passe sur... Ouais. Mais du coup, je réfléchissais, je sais que j'en avais préparé une. Voilà. Et là, mon champ est bloqué à 10 caractères. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas comment je vais faire. Donc je vais lui dire que le max length, on le passe à 150. Voilà. Ouais. Elle doit être super intéressante, je pense. Non. C'était... Donc là, quand même, vous avez vu qu'on a réussi à faire ouvrir une autre fenêtre et tout ça à l'utilisateur. Enfin, et j'ai réussi à en faire ouvrir une, j'aurais pu en ouvrir plein aussi. Ça peut être pénible. Alors, heureusement, les navigateurs gèrent à peu près maintenant les trucs, genre quand il y a 10 pop-up qui s'ouvrent, au bout de la deuxième, déjà, il dit hop. Est-ce que c'était vrai ou pas? Donc là, encore une fois, bah, c'est pas fou, quoi, en termes de protection.
Donc là, cette fois, on a bien un strip tags sur le message, un preg replace, etc. Donc en gros, on est beaucoup plus gêné avec les différents champs, mais en fait, avec la cheat sheet de chez Portswigger, là, on s'en sort très bien. Vous générez, enfin en fait, faut essayer quoi. Vous cherchez et notamment le petit IMG SRC on error alert 1 là, il passe très bien quoi. Et du coup, quelle est la bonne solution encore une fois? Comme celle d'avant, en fait, comme pour un peu toutes les XSS, hein, c'est HTML special cars et n'importe quelle fonction qui va vraiment assainir votre champ au maximum. Voilà pour cet atelier, c'est terminé. Est-ce que certains ont des questions, des remarques, des suggestions, des informations complémentaires? Finalement, en fait, si on veut passer, on passe, quoi. Non, non, parce qu'à chaque fois, quand on met le niveau impossible, à chaque fois, en fait, c'est bien protégé. Hein. Il y a vraiment des fonctions qui sont faites pour ça, et voilà. Il y a des bonnes pratiques, mais par exemple, on n'a pas vu là, mais il y avait les CSRF, donc c'est un peu ce qu'on a vu dans d'autres. Quand on avait un user token, c'est un peu ça, quoi, c'est-à-dire sécuriser ces formulaires. Donc, comme je vous le disais, nous, on fait du Laravel. Dans nos formulaires, on a directement un truc qui s'appelle CSRF. On lui dit add CSRF, ça le met dans notre template, et on sait que ça gère ça tout seul. C'est dans tous les formulaires, et voilà, ça permet d'éviter de se faire abuser les formulaires. Du coup, des questions, des remarques, des suggestions? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des outils justement qui aident ton code pour identifier Bonne question. Alors, en effet, vous avez tout un tas d'outils que vous pouvez intégrer dans vos pipelines quand vous faites du dev, qui vont vous permettre de vérifier, tout comme vous allez vérifier, vous allez faire une analyse statique du code, vous allez vérifier que vous êtes bien en PSR, machin, vous respectez bien les normes que vous êtes données, etc. Et vous pouvez faire de la recherche de code vulnérable. J'ai pas en tête les outils, mais vous chercherez, vous allez très vite, rapidement tomber là-dessus, quoi. Et en effet, c'est une bonne pratique de se dire, ok, est-ce que j'ai pas à un moment une faille abusée dans mon code et qui pourrait se trouver automatiquement, quoi. Donc ouais, très, très bonne remarque. D'autres questions, remarques ou autres? Et bien dans ce cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez besoin des questions ou quoi, j'ai dû mettre mon mail quelque part. Ouais, ici. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, ou sinon sur Twitter, Kevin Lescoub. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup.